voir arriver tout juste fraîchement de Seattle. Je laisse la parole à mon collègue, le Dr. Chanel Louis. Je remercie le Dr. Grondin pour cette aimable introduction. C'est flatteur, mais ça met aussi la barre pas mal haute en termes d'attente. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir ici en aussi grand nombre un samedi après-midi pour une conférence qui porte sur un sujet qui est assez difficile parfois à traiter, comme on vient de le mentionner, qui est laissé dans l'ombre parce que ce n'est pas toujours, ça soulève des fois des rappels, des souvenirs pour certaines personnes qui peuvent être un peu difficiles. Je m'intéresse à la question du deuil depuis de nombreuses années. Effectivement, l'un des premiers articles que j'ai publiés en psychologie était un modèle explicatif du deuil. Qu'est-ce qui fait que j'ai eu cet intérêt-là en débutant? Bien, c'est que lorsque j'ai commencé la pratique de la profession de psychologue, à ce moment-là, j'étais en Ontario et j'ai eu très tôt des patients qui étaient endeuillés. Alors, ça m'a amené évidemment à m'y intéresser et moi-même aussi, ayant eu l'expérience du deuil très tôt dans ma vie, alors ça m'a peut-être à ce moment-là sensibilisé, préparé à être un peu plus réceptif et contribuer à ce domaine très important de connaissances en psychologie. Lorsqu'on parle du deuil, c'est une expérience qui est universelle. Je connais personne qui échappe. Tôt ou tard, on fait le deuil de quelque chose. Le deuil d'un objet, le deuil d'une personne, le deuil d'un projet, le deuil d'un souvenir, le deuil parfois de la santé. Il y a toujours quelque chose à quelque part qui, à un moment donné, nous échappe, qu'on perd. Quand on vieillit, on peut avoir le deuil de la jeunesse. On ne bondit plus comme on bondissait auparavant. On voit les années passées, les deuils, la vie est meublée de deuil. Ce qui m'a frappé au cours de ma pratique, ça a été de voir, au cours des années, quand j'ai débuté ma pratique comme psychologue, avant de devenir professeur ici à l'Université Laval, les gens que je rencontrais n'en étaient pas véritablement à leur première expérience de deuil. Ils avaient perdu quelqu'un à un moment donné ou l'autre de leur vie. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, à cause des soins de santé qui sont de bien meilleure qualité, on parvient à sauver des vies de façon répétée, c'est très bien. Mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe. Souvent, les personnes, avant d'avoir leur première expérience du deuil, ils sont déjà relativement âgés. Ils vont avoir 40 ans, 50 ans, et parfois, c'est la première fois qu'ils vont perdre une personne importante dans leur vie. Quand j'étais jeune, je me souviens très bien, il ne se passait pas 6 mois, parce que les familles étaient grandes, la parenté était nombreuse. Il ne se passait pratiquement pas 6 mois sans que j'accompagne mes parents à aller ce qu'on appelait un corps, aller au salon mortuaire, parce qu'il y avait quelqu'un qu'on connaissait qui était décédé. Alors, c'est dans ce sens-là que très tôt, ça faisait partie de ma vie. Donc, ce que je vais dire au sujet du deuil aujourd'hui, en termes de tenter de comprendre c'est quoi ce processus de deuil-là, et comment est-ce qu'on peut en arriver à mieux le vivre. Plusieurs des choses que je vais mentionner sont applicables à toutes sortes de deuils. Non seulement dans le cadre de la perte d'une personne qui nous est importante, mais ça peut être, comme j'ai dit tantôt, le deuil d'un projet, le deuil d'un idéal. Ça peut être parfois la perte d'un titre, la perte d'un rôle. Je vais vous donner un exemple de deuil qu'on voit communément ici, communément, je ne veux pas exagérer non plus, mais qu'on voit régulièrement lorsque les gens prennent leur retraite. Alors, ils avaient, peu importe le domaine, on peut être dans le domaine, être infirmière, on peut être professeur,
Et en prenant la retraite, on perd un chemin de référence, on perd un rôle dans la société, on a à se redéfinir, on a à se réorganiser. Alors, c'est une autre forme de deuil, en quelque sorte. Et ce que je vais vous décrire, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, certaines des suggestions, certains des facteurs explicatifs que je vais invoquer, s'appliquent également pour comprendre ce genre de deuil-là. Donc, en quelque sorte, si on voulait tenter de définir, j'ai oublié de vous présenter mes objectifs, je fais ça habituellement quand je débute un cours, savoir où on s'en va. Pour savoir où on s'en va, il faut savoir d'où on part. Alors, je suis déjà en train de cerner un peu la définition, qu'est-ce qu'on veut dire par le terme deuil. Ensuite, on va regarder les manifestations du deuil. C'est important d'être capable de le reconnaître. Aussi, les variations dans les réactions de deuil. Les réactions ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et en psychologie, on a étudié ce processus-là pour essayer de mieux comprendre la diversité des réactions des gens. Aussi, on va regarder ensemble quels sont les déterminants de la durée et de l'intensité d'un deuil. Il y a des choses que les gens font, des choses qu'on fait, qui peuvent des fois prolonger un deuil. Il y a d'autres affaires qu'on peut faire parfois qui vont faciliter le travail du deuil. On va regarder aussi, après avoir les 3-4 premiers points, ont un caractère un petit peu théorique, un peu académique. On va regarder ensemble l'évolution du deuil. Comment ça débute, comment ça évolue. Et ensuite, à la fin, j'aime toujours quand les gens repartent, qu'ils repartent avec quelques suggestions pratiques. Alors, on va examiner ensemble quelques pistes qu'on peut utiliser pour s'aider à vivre un deuil et également quelques pistes qu'on peut utiliser, qu'on peut emprunter pour aider une personne en deuil. Je vois régulièrement toutes sortes de choses lorsque les gens sont aux prises avec un deuil. Inévitablement, étant psychologue, je ne peux pas faire autrement que d'observer ce que les gens font dans leur environnement. Et je vois des choses parfois qui peuvent être blessantes pour une personne endeuillée ou autre. Alors, on va essayer d'examiner ensemble certaines des choses à privilégier et à d'autres peut-être il est préférable de s'abstenir lorsqu'on est confronté au deuil. Parce que le deuil est une expérience tellement difficile, lorsqu'on voit quelqu'un qui est en deuil, on a souvent beaucoup de difficultés à composer avec la situation. Et il n'est pas rare qu'on va tenter de faire de l'évitement ou parfois on est tellement mal à l'aise qu'on va dire des choses qui pourraient s'apparenter quasiment à des stupidités. Excusez le terme, mais vous allez comprendre vers la fin ce que je veux dire. Alors, regardons ici, donc le deuil, et quand je parle du deuil aujourd'hui, je vais parler d'une réaction de deuil. On réagit à une perte. Donc, c'est une réaction qui survient suite à une perte significative. Si je perds quelque chose et que je n'ai pas d'attache émotionnelle à cet objet-là ou à cette personne-là ou à ce projet, bien évidemment, je n'aurai pas une réaction bien forte. Peut-être même que je peux avoir de l'indifférence. Donc, ça implique qu'il y a un attachement émotionnel à la perte en question. Et la perte peut être de nature matérielle, symbolique. Quand je parle d'un rôle social qu'on a, quand je parle d'un certain projet, quand je parle, par exemple, perdre son nom, des gens, par exemple, qui vont faire l'objet peut-être de diffamation en public, ils vont être accusés de X, Y, Z. Donc, ils sentent qu'ils perdent leur nom. Alors, ça, c'est un exemple de perte symbolique. Alors, donc, vous voyez ici que la réaction de deuil s'étend beaucoup de situations. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'une d'elles. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on perd quelqu'un qui nous est cher? Alors, au niveau des manifestations, on peut regarder à différents niveaux. Il y a des manifestations au plan comportemental, au plan affectif, au plan cognitif et au plan physiologique. Alors, pour revenir aux manifestations comportementales, il n'est pas rare lorsqu'une personne est endeuillée de voir que cette personne-là a une tendance à se retirer socialement. Elle n'a pas tellement le goût de se mêler avec d'autres. Parfois, elle va rechercher et elle ressent le besoin d'être par elle-même. C'est bon, c'est pas bon, on va en discuter dans un moment. On peut retrouver aussi une certaine apathie, une perte d'intérêt. Ces personnes-là, normalement, n'ont pas tellement tendance à rire. On va faire des blagues, ils vont forcer peut-être le sourire par politesse,
mais n'ont pas le cœur à rire. Ça peut être aussi de l'hyperactivité. Il y a des gens qui, face au deuil, vont essayer de se tenir extrêmement occupés pour ne pas penser. Et ça nous amènera un peu plus tard à considérer des facteurs déterminants au niveau cognitif. Au niveau affectif, eh bien, pour comprendre le retrait social, l'apathie. Donc, l'apathie veut dire aussi que les gens deviennent plus passifs, plus inactifs. Il y a l'humeur dépressive. Les gens peuvent être anxieux, se sentir coupables, peuvent ressentir de la colère, peuvent aussi parfois être hostiles envers les autres. Il y a quelque chose qui est arrivé qui n'est pas à leur goût, ça les dérange énormément et ça peut prendre diverses formes. Quelqu'un qui part soudainement sans dire au revoir, ça peut laisser des sentiments du genre « Pourquoi qu'il m'a laissé comme ça avec les 3 enfants sur les bras? » Comme s'il avait fait exprès. Mais ce n'est pas rationnel, mais c'est comme ça que fonctionne l'humain. Et ça donne lieu à des émotions qui peuvent être très intenses, style montagne russe. Au plan cognitif, il y a des préoccupations par rapport au décédé. Évidemment, on va retrouver chez la personne des difficultés à se concentrer, des difficultés aussi à prendre des décisions. Tellement bien que lorsqu'une personne vient de perdre, disons, un conjoint, on va dire, si vous avez des décisions importantes à prendre, attendez au moins 6 mois. Laissez passer le temps un peu. Laissez la poussière retomber un peu. Et après ça, être un petit peu plus reposé, vous pourrez analyser avec qui vous croyez opportun la situation pour prendre des décisions importantes. Au plan physiologique, évidemment, ça va nous affecte aussi, une réaction de deuil qui est intense. Alors, on peut avoir une perte d'appétit, on peut avoir des troubles du sommeil, et ainsi de suite. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes de tension artérielle. Et on retrouve dans la littérature scientifique quelque chose qui est bien documenté. Il n'est pas rare, lorsqu'un conjoint, surtout à un âge un peu avancé, lorsque l'un des 2 conjoints décède, dans l'intérieur de l'année qui suit, il y a 2 choses qui se passent. Consultation auprès du médecin augmente d'une façon très importante par rapport aux gens du même âge dans la population générale, et aussi le taux de décès, donc de la personne qui reste suite au décès de la première, souvent sa vie en est écourtée et meurt dans l'année qui suit. Ce n'est pas toujours le cas, mais par rapport à la population générale, on observe que le taux est beaucoup plus grand. La probabilité de décès augmente. Regardons ensemble certaines des variations, quelle forme peut prendre le deuil. Une réaction de deuil, elle peut être immédiate. Dès que survient la perte, tout de suite, la personne peut avoir une réaction de deuil. Quand je dis qu'elle a une réaction de deuil, c'est-à-dire qu'on observe chez elle certaines des manifestations que je viens de vous décrire. Parfois, le deuil est retardé. Et retardé plusieurs années. Je me souviens, une fois, très tôt dans ma pratique, arrive cette dame qui avait à ce moment-là autour d'une 50aine d'années, quelque chose du genre. Elle était hospitalisée. C'était un hôpital général avec une unité de psychiatrie et elle venait, donc, à toute fin pratique, pour un séjour de courte durée. Savez-vous pourquoi elle venait? À cause d'un deuil. Un deuil, elle avait perdu sa mère. Sa mère était décédée il y avait 27 ans. 27 ans. Et qu'est-ce qui l'a amenée à l'hôpital? Maintenant, elle avait le même âge que sa mère, lorsque sa mère est décédée. Elle ne pouvait plus l'ignorer. Et lorsqu'on peut se soustraire, on peut essayer de s'évader, on peut essayer d'ignorer une réalité, et parfois même pendant des années. Ce que cet exemple-là démontre, c'est que tôt ou tard, elle finit par nous rattraper. Donc, le choix est donner cours au processus du deuil maintenant ou attendre plus tard. Le choix nous appartient dans une certaine mesure. La réaction peut aussi de deuil peut être continue, peut être intermittente. Alors, quelqu'un qui est en deuil peut, une journée, sembler, bon, il a l'air pas pire cette semaine, ou elle a l'air pas pire. Donc, peut-être que c'est passé.
Non. C'est comme la température, il y a des bonnes journées, il y a des moins bonnes journées, il y a des bonnes semaines, il y a des moins bonnes semaines. Donc, la réaction peut aussi être intermittente et aussi peut être assez continue, dans ce sens que la personne peut, lorsqu'on la voit de jour en jour, de semaine en semaine et parfois de mois en mois, on va voir qu'il y a beaucoup de tristesse dans les yeux, on va voir que cette personne-là a énormément de difficultés à vivre son deuil. Le deuil peut aussi être de nature brève, réaction brève, peut être une réaction prolongée. Et quand je vais parler des déterminants du deuil dans un moment, ça va aider à comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a des réactions de deuil qui sont plus brèves et qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont prolongées. Il y a parfois qu'elles sont indûment prolongées parce qu'on n'approche pas la situation de la façon à faciliter le travail du deuil. Parfois, elle peut être brève tout simplement parce que la nature de la perte fait que, oui, il y avait un attachement émotionnel, mais un attachement émotionnel modeste. Donc, à ce moment-là, on va avoir une réaction de deuil qui va durer moins longtemps. On peut avoir une réaction aiguë ou lancinante, c'est-à-dire quelque chose, une réaction de deuil qui est très intense, qui est vécue avec énormément d'intensité, ou encore lancinante, toujours une sorte de toile de fond, de tristesse, sans nécessairement être très désemparé, sans nécessairement être incapable de fonctionner. Et des gens peuvent être comme ça, faire un bon bout de chemin, très long, pendant des années. Une réaction de deuil peut aussi être exagérée, peut aussi être inhibée. On peut étouffer les émotions qui sont associées avec la réaction de deuil, ou on peut les vivre avec une telle intensité où la soupape est ouverte à à pleine vapeur, et à ce moment-là, avoir une réaction qui est disproportionnée par rapport à la perte en question. Alors, donc, ceci peut arriver. Et à ce moment-là, il y a une question qui m'est souvent demandée, parce qu'on a dans la classification des maladies mentales, des troubles mentaux, un diagnostic qui s'appelle le deuil pathologique. C'est quoi un deuil pathologique? Quand est-ce que ça devient pathologique? C'est quoi? Comment ça se compare par rapport à un deuil qu'on dit normal? Si on a perdu quelque chose qui est important pour nous, si on a perdu une personne qui est importante pour nous, est-ce que c'est normal d'avoir une réaction de deuil? Oui, la bonne nouvelle, c'est que c'est normal. Si vous en avez une, vous êtes normal. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais si c'est encore là un an après, c'est pas normal. Ben, ça ne se lance pas comme ça, un deuil. Un deuil, ça peut durer des années. Et ça ne pas confondre avec le fait que si on a perdu une personne qui nous est très chère, lorsqu'on se remémore, lorsqu'on parle de cette personne-là, on peut sentir de la tristesse qui va nous envahir de nouveau. C'est parfaitement normal. Un deuil, quand on dit le gros du travail du deuil a été fait, ça ne veut pas dire qu'on oublie et on est devenu maintenant insensible à cette réalité-là. Non. Le but du travail du deuil n'est pas d'en arriver à être insensible. Le travail du deuil est là pour faire en sorte que lorsque on est en présence d'un souvenir ou d'une personne qui nous rappelle la personne décédée, on est capable de composer avec la situation sans perdre ses moyens, parce que les émotions associées à ça, maintenant, sont devenues moins intenses. Et on va voir dans un instant qu'est-ce qu'on peut faire pour en arriver à faire en sorte que les émotions qui accompagnent la perte soient moins intenses. Et c'est normal qu'avec le passage du temps, aussi, ça devienne moins intense. Mais on n'est pas obligé d'attendre juste après le temps. Il y a des choses qu'on peut faire pour aider le temps à faire son œuvre. Et on va en parler. Alors, en somme, lorsqu'on parle de deuil pathologique, ce que je vois plus fréquemment, c'est davantage défini par l'environnement de la personne endeuillée, qui à un moment donné va dire, là, regarde, ça fait 1 an, là, c'est assez pleuré, ou ça fait 6 mois, c'est assez pleuré, ou ça fait 3 mois, c'est assez pleuré. Là, on s'occupe, puis on prend les choses en main, puis on avance. Alors, souvent, les gens sont amenés à consulter, je dis amenés, là, hein, quasiment par la main à consulter, par quelqu'un de l'entourage qui est inquiet, qui a de la misère à composer avec la souffrance de cette personne-là, parce que voir quelqu'un souffrir, ce n'est pas un cadeau. Donc, des fois, là, on va considérer comme étant anormal, tout simplement parce que c'est l'environnement qui a de la misère à composer avec. Si l'environnement était plus capable de composer
avec la situation, cette personne-là aurait plus de chances de vivre normalement son deuil. Donc, on va voir ici une complicité dans le travail du deuil entre la personne qui est endeuillée et aussi l'environnement, les personnes qui l'entourent. Regardons maintenant pour un moment les déterminants de la réaction de deuil. Alors, l'intensité, la durée d'une réaction de deuil, évidemment, partant de l'idée qu'on a perdu une personne qui nous est très chère. Là, je parle de cette équation-là. Okay? Alors, l'intensité de la réaction sera un peu fonction de l'histoire de la personne. Comme je mentionnais au début de ma conférence, si j'ai déjà vécu plusieurs deuils dans ma vie, ou si j'en ai déjà vécu un très grand, certaines autres pertes qui peuvent survenir par la suite peuvent m'apparaître un peu plus relatives. Quelqu'un qui perd quelque chose pour la première fois, c'est peut-être très, très dramatique. Mais je vais donner un exemple. Quelqu'un qui aurait perdu sa mère lorsqu'il était très jeune, et s'il y avait un lien très affectif, très étroit entre cet enfant-là et sa mère, alors il peut arriver que les autres pertes qui surviennent dans la vie vont lui sembler moins dramatiques que la perte de sa mère en premier lieu. C'est dans ce sens-là que je veux dire que l'histoire de la personne peut aider à relativiser une perte qui survient. Et ça fait partie des fois du travail du deuil que de relativiser la perte en question. La maison a passé au feu. Je prends un exemple, je vais juste sortir, donner un autre exemple. Quelqu'un va dire, et là ça m'amène à la question de philosophie aussi, quelqu'un va dire, bon, c'est rien du matériel, c'est pas grave, on va rebâtir. Oui, mais il y a des souvenirs non remplaçables, je ne peux pas aller trouver ça chez Walmart, là. Okay? Alors, donc, il y a des choses qui vont périr également avec ça. Mais, quelqu'un va dire, oui, mais au moins, il n'y a personne qui a brûlé dans la maison. Donc, on va essayer de relativiser la perte en question et se concentrer sur les éléments qui aident à voir la situation d'une façon moins catastrophique et moins dramatique. Quand je parle ici des croyances, des gens qui ont des croyances religieuses, et parfois je me dis heureux les croyants, qui croient dans la vie de l'au-delà ou qui ont des croyances qui les guident. Bon, maintenant, pour utiliser le contexte qu'on connaît au Québec, il est au paradis, il ne souffre plus. Si les gens ont sérieusement ces croyances-là, c'est quelque chose qui va venir déjà nuancer l'intensité de la réaction de deuil. C'est un élément qui vient consoler, qui est rassurant, apaisant. Si la personne n'a absolument aucune croyance de ce genre-là, elle va avoir à s'en remettre à quelque chose d'autre pour en arriver à trouver une certaine paix. Ce sera peut-être donner un sens à la perte en question. Et je vais y arriver lorsqu'on va parler de stratégie pour s'aider à composer avec le deuil. Il y a aussi la soudaineté de la perte qui va avoir de l'influence sur la réaction de deuil. Dr. Savard vous a parlé de patients qui souffrent de cancer. Donc, les gens qui sont une personne qui a le cancer et qui serait en phase terminale, souvent, on a le temps de voir venir les choses. Donc, dans toutes les maladies chroniques, on a le temps parfois de venir voir les choses. On a le temps de faire la paix, on a le temps d'échanger, on a le temps de se préparer. Alors, lorsque la personne décède, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe, absolument pas. Mais ça peut être une réaction qui peut être moins intense parce que dans le fond, le deuil s'est fait un peu graduellement dans le temps. Contrairement à une nouvelle où quelqu'un est parti en voyage et le téléphone sonne, il a eu un accident où il est arrivé une catastrophe quelconque, il est décédé. Subitement, totalement inattendu. Il est parti, il était en excellente santé, il était jeune, il avait encore bien des années devant lui ou devant elle. Et donc, la soudaineté de la perte peut susciter des émotions extrêmement intenses. Parce que souvent, dans la vie, on ne se lève pas le matin ou quand on se couche, on ne commence pas à
tout boucler avec les gens qui nous entourent. Hein? Il y a toujours des fois des choses inachevées, des choses non dites, des choses qu'on aimerait dire, faire avant de se quitter. Et quand ça arrive, on se sent un peu triché par la vie, on se sent court-circuité par la vie. Donc, ça peut amener des émotions extrêmement intenses au niveau d'une réaction de deuil. Il y a l'importance de la perte, évidemment, ça j'en ai parlé tantôt. Les demandes ou responsabilités occasionnées par la perte. Alors, je vais prendre l'exemple d'un conjoint, disons un couple, ils ont de jeunes enfants, 3 ans, peu importe l'âge, de jeunes enfants. Alors, je me ramasse avec ces responsabilités-là, que ce soit la mère ou que ce soit le père. La nature des problèmes va être un peu différente selon que c'est une femme ou un homme, mais ça veut dire énormément plus de responsabilités en main. Alors ça aussi, ça peut venir influencer la réaction de deuil. Et finalement, ce qu'on appelle la disponibilité d'un substitut à la perte. C'est plus facile. Écoutez, je ne suggère pas, je ne suis pas en train de dire que lorsqu'on perd quelqu'un qui nous est cher, on peut trouver un substitut. Ce n'est pas ça que je dis. Ça ne se trouve pas. Ce n'est pas remplaçable. La nature a horreur du vide. Quand on perd quelqu'un qui nous est cher, ça laisse un vide et parfois un énorme vide. La nature n'aime pas le vide. Alors, tôt ou tard, et on verra dans un instant quand on va parler de stratégie, comment graduellement le vide peut se recombler. Mais ça ne sera jamais ce que c'était auparavant. C'est chose du passé. Mais ça fait partie de la réorganisation, de la reconstruction. Donc, s'il y a quelque chose, et quand on parle d'une perte matérielle, parfois, bon, l'auto est une perte totale. Bon, on va régler les problèmes avec les assurances. Je l'aimais bien, mon auto. Elle avait 15 ans, j'avais développé un lien émotionnel avec. Elle devenait de plus en plus unique parce qu'on en voyait de moins en moins sur le chemin. Puis ça brillait. Mais là, je pourrais pas en avoir un autre pareil. C'est peu probable. Mais je vais peut-être trouver une autre auto qui aura d'autres avantages. Mais elle ne sera pas comme celle que j'avais auparavant. Adieu. Regardons maintenant comment en psychologie, il y a des modèles qu'on appelle explicatifs du deuil. Je vous ai fait brosser un petit tableau de certaines variables qu'on peut prendre en considération pour s'aider à saisir qu'est-ce qui fait que quelqu'un a une réaction intense, l'autre est un peu moins intense. Pourtant, si j'étais à sa place, je serais en désarroi. Cette personne-là a l'air d'être forte et puis ne montre même pas d'émotion, etc. On verra dans un instant si c'est une bonne idée ou pas. Donc, il y a un modèle et normalement, on peut dire que l'humain se résume à 3 ou 4 dimensions. L'humain, ça pense. L'humain, ça ressent. L'humain, ça agit. Et l'humain, souvent, vit avec d'autres humains autour. Donc, il vit dans un environnement social. Donc, on peut mettre ça ensemble, ces variables-là au plan comportemental, émotionnel, cognitif, au niveau cognitif et social, pour s'aider à comprendre le processus du deuil. Alors, je vais y aller avec... je vais ici. Ça va bien. Ça va bien. Je n'ai pas la notion du temps. Ça va? Oui? OK, on continue. Alors, au plan comportemental, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des gens qui vont confronter leur deuil, puis des fois on va dire il faut le confronter. D'autres vont éviter tout ce qui peut les attrister, tout ce qui peut leur rappeler la personne disparue. Il y a des gens qui vont vivre comme si la personne décédée n'était jamais morte. Et ça, on a quelques cas comme ça dans la littérature, des cas extrêmes. La mère est encore 6 mois après dans la chaise berceuse. Évidemment, elle est quasiment momifiée. Et on a trouvé des gens qui étaient très isolés sur le plan social et des situations du genre. Ça fait les annales en psychiatrie, évidemment, mais je prends une chose extrême. Ou encore, ils vont tenter de vivre comme si la personne n'avait jamais existé.
On n'en parle plus. Toutes les photos sur lesquelles il se trouve, on enlève ça. Tous les objets dans la maison qui peuvent nous le rappeler, on enlève ça. Et ainsi de suite. On déménage, on vend la maison si c'est le cas. On veut se soustraire à tout ce qui va rappeler. Donc, l'évitement. Parfois, c'est la personne elle-même qui va choisir A ou B. Et parfois, elle va être incitée par son entourage aussi à faire A ou B. On voit la complicité, et c'est ce que j'appelle la conspiration du silence. La conspiration du silence crée des problèmes. Parce que l'un des éléments pour que le travail du deuil suive son cours, c'est d'être confronté avec la perte elle-même, donc avec les choses qui vont nous le rappeler. Et c'est par le biais de ces mises en situation que, éventuellement, les réactions émotionnelles qui accompagnent le deuil, qui sont associées à la perte, vont graduellement s'atténuer avec le temps. Au niveau émotionnel, encore là, il y a des gens, je l'ai mentionné tantôt, qui vont donner libre cours aux émotions suscitées par le stimulé. Donc, il y a quelque chose qui les attriste. Quelqu'un vient de parler de Georges qui est décédé. Ils sont tristes, ils pleurent. Ils vont laisser venir les larmes, ils vont pleurer. Ils vont laisser venir l'émotion. D'autres vont retenir toute expression émotionnelle parce qu'il faut être fort, il faut laisser rien montrer. Et de toute façon, je trouve ça embarrassant, je trouve ça gênant. Puis de toute façon, j'aime pas l'expérience, j'aime pas me voir pleurer, j'aime pas me voir triste ou ainsi de suite. Donc, il y a des implications ici, c'est que lorsque les gens tentent d'étouffer les émotions, c'est la recette pour avoir une réaction de deuil qui va durer longtemps. Si on laisse les émotions venir et qu'on les vit, il y a beaucoup plus de chances que le travail du deuil fasse son œuvre. Okay? Alors, donc, il y a une piste intéressante. Et ça, c'est bien documenté aussi dans la littérature scientifique. Si on regarde au niveau cognitif, on peut accepter, on peut éviter, par exemple, même de penser à la personne décédée. Donc, même si des photos sont là, non, je ne regarde pas là, je ne veux pas. Peut-être que la personne est enterrée dans un cimetière. Ah non, je ne passerai pas dans ce coin-là, ça va me faire penser à Georges. Okay? Des choses du genre. Donc, on va éviter au plan comportemental, mais on va aussi éviter au plan cognitif. Au niveau social, ça, je ne vais pas aller là tout de suite. Alors, quand je parle de l'environnement social, ici, je parle de la famille, la parenté, les amis. Alors, normalement, quand il y a une personne qui décède dans l'entourage, les parentés, la famille, les amis viennent apporter du support à la personne endeuillée ou à la famille endeuillée. Donc, l'environnement vient encourager la personne, vient la supporter ou les membres de la famille. Maintenant, ces gens-là ont généralement aussi d'autres choses à faire dans la vie. Alors, après quelques jours, après une semaine ou deux, ils retournent graduellement. Tout d'abord, les gens plus lointains vont venir faire un tour et puis ils disparaissent dans l'environnement. Les gens qui sont un peu plus près, les amis, bon, on va les voir un petit peu, des fois ils disparaissent. Et ensuite, la parenté, on va les voir un petit peu plus longtemps et après ça, ils disparaissent. Et la famille, les membres de la famille immédiate, bien, eux autres vont rester ensemble et le soutien qu'ils vont se donner peut être déterminant ici de la réaction émotionnelle, de la réaction de deuil. Il y a aussi le comportement de l'environnement social envers les personnes endeuillées qui vont avoir beaucoup d'impact. Je donnais tantôt comme exemple, ne pleure pas, il ne faut pas y penser. Va faire un tour au cinéma, ça va te changer les idées. Passe en croisière, ça va te changer les idées, et ainsi de suite. On verra dans un instant, vers la fin de ma présentation, si ce sont de bons conseils ou pas. Mais chacun de ces conseils-là consiste en quelque sorte à fuir, consiste à s'en aller. Alors le travail du deuil, même si je m'en vais sur une croisière dans le milieu de la mer Méditerranée, j'apporte ma tête. Je n'ai pas laissé le cerveau à la maison. Je vais le vivre tout simplement sur le bateau, je vais le vivre tout seul. Est-ce que c'est ça que je veux vraiment ou pas?
Est-ce que c'est mieux d'être avec les membres immédiats de la famille, de s'appuyer, de se soutenir, de s'encourager? Donc, l'environnement social peut aussi condamner ou ignorer. Va pas au cimetière, c'est mauvais pour toi, ça te fait pleurer. Ces photos-là, enlève-moi ça de la maison, ça n'a pas d'allure. Et ainsi de suite. Donc, l'environnement peut venir aggraver la situation ou encore faciliter le travail du deuil. Si la personne endeuillée parle de la personne décédée, qu'est-ce qu'on fait? On l'écoute, on essaie de lui changer les idées, de passer sur un autre sujet. Bon, un environnement social qui collabore va être à l'écoute. Un environnement social qui ne veut rien entendre va dire « Non, non, parle pas de ça, parle d'autre chose. » Okay? Alors, à ce moment-là, ça ne facilite pas le travail du deuil. Alors, regardons ensemble un peu l'évolution d'un deuil. Alors, le décès d'un proche est toujours une terrible épreuve. Même lorsque la personne endeuillée s'y attend, et j'insiste là-dessus, il y a une partie d'elle-même qui ne s'y attend pas vraiment. On espère toujours le miracle à quelque part, qu'il va y arriver quelque chose qui fait que le pire scénario ne se produira pas. Et parfois, on dit, oh, oui, il a perdu son père, il était rendu à 90, lui en avait 65, 70. Bon, mettons-le à 65, quand même, pas le mettre trop proche du père non plus. C'est pas si grave que ça, il avait 90, hein, il a eu longtemps, c'est OK. Ceux qui sont là ou ceux qui ont été là savent que ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas d'âge pour perdre quelqu'un qui nous est cher. Il n'y en a pas d'âge. Ça nous affecte d'une façon un peu différente. Ça peut nous donner un élément de plus pour aider à apaiser la douleur et dire oui, je l'ai quand même eu longtemps. Mais ça veut dire quelque chose. Il n'est plus là. C'est fini. C'est de l'histoire. Et puis, avant longtemps, ce sera peut-être mon tour. Moi non plus, je ne serai plus là. Alors, ça amène toute une réflexion parfois sur sa propre finalité qui accompagne certaines pertes à un certain âge. Donc, ce choc dont on parle ici, c'est, on peut dire, la première étape du deuil. Vous avez sans doute entendu parler des stages du deuil, les stages de Kubler-Ross, ça vous dit quelque chose? C'est de la foutaise. Dans ce sens que ça ne veut pas dire que ce qu'elle décrit n'existe pas, mais ça n'arrive pas dans un ordre tel que décrit dans le livre. Pour les fins du livre, pour aider les gens à dire, il y a tout ça qui peut se passer, ça peut se passer, se dérouler dans cet ordre-là, ça peut être l'ordre inverse, puis ça peut être tout entremêlé. Généralement, c'est entremêlé. On passe d'une phase à l'autre, en quelque sorte, là-dedans. Alors, donc, dans le sens de décrire des choses qui sont réelles, oui, mais si vous avez une réaction de deuil et elle ne semble pas suivre les stages, ne vous inquiétez pas. Alors, durant cette, normalement, choc sur le coup, on entend souvent l'expression « j'arrive pas à y croire ». Donc, il y a un peu comme une réaction spontanée de déni de la réalité et qui aide un peu à atténuer l'impact. L'humain est construit comme ça pour se donner une chance de composer avec des éléments qui sont difficiles comme ça dans la vie. Alors, la personne endeuillée vit beaucoup de stress. Parfois, elle est sur le pilote automatique. Et alors, capable de faire des choix concernant les funérailles, d'accueillir la famille, de parler du défunt, tout cela sans trop pleurer. Et sans cela, parce qu'elle est occupée à faire quelque chose. Il n'est pas rare de voir des gens, j'ai vu ça régulièrement, des gens qui sont affairés à composer avec tout ce qu'entraîne le décès d'une personne dans les jours qui suivent, au point ils ne sont pas en train de vivre leur deuil à ce moment-là. Alors, une fois que je disais tantôt, une fois que les amis s'en retournent à la maison et la parenté, etc., la fois, là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui leur tombait dessus extrêmement lourd. C'est le deuil qui vient de frapper. Parce que là, j'ai le temps d'y penser, j'ai le temps de m'arrêter et c'est là que ça nous affecte en profondeur. Alors, cette attitude-là qu'on a de composer avec l'immédiat parce qu'on a des choses à s'occuper, c'est parfaitement normal.
Contrôler les émotions permet au corps de se protéger. Alors, ça nous donne une chance. Ce n'est pas mauvais en soi de dire « Ah, il faudrait que je vive mon veuil dès la première seconde. Je vais déléguer toutes ces responsabilités-là à quelqu'un d'autre. » Non. Si vous êtes capable de vous occuper, d'avoir un mot à dire, de suivre la situation, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, donc, ce que ça va donner des fois l'impression à l'entourage, elle est donc bien forte, cette personne-là. Qu'est-ce qui est arrivé après coup? Elle s'est écroulée. Ce qui est arrivé, c'est tout simplement ce que je viens de vous décrire. Elle était occupée à s'occuper, les préparatifs, recevoir les gens, interagir avec les gens, et ainsi de suite. Et après coup, c'est en présence vraiment de la perte qui devient plus manifeste. Et à ce moment-là, des fois, les gens vont dire, je me sens comme anesthésié. C'est un peu comme, je ne sens plus rien. Bien, si vous avez, quelqu'un vous frappe très fort, avant que ça fasse mal, il y a des fois que vous vous sentez anesthésié, c'est comme si vous ne sentiez plus rien. Okay? Alors, l'étape suivante, c'est évidemment, après l'étape du choc, on est en présence de la perte, et là, c'est la déstabilisation. Dans quelque sorte, on est désorganisé, et ça survient soit au moment des funérailles ou peu après les funérailles. Et alors, on prend vraiment conscience à ce moment-là de la perte et on réalise que le défunt ne reviendra pas. Et pendant qu'on est occupé à ça, ça nous distrait. Ça nous distrait un peu de la perte et ça a une fonction qui est utile à ce moment-là. Donc, peine, colère, culpabilité, sentiment d'abandon, la personne endeuillée fait face à un tsunami d'émotions, lesquelles varient selon les individus et les situations en fonction des variables dont je vous ai parlé tantôt. Quelqu'un qui a consacré des années à prendre soin de son conjoint peut exprimer aussi de la colère. Un autre dont le conjoint est mort en son absence peut ressentir aussi de la culpabilité. Donc, il y a énormément de variations d'une personne à une autre. C'est dans ce sens-là que je disais tantôt, Kubler-Ross, il n'y a pas un modèle, une façon de faire, une expérience qui est la même pour tout le monde. Donc, il ne faut pas être surpris de cette grande diversité. Alors, parmi les deuils les plus difficiles à vivre, il y a la perte d'un enfant, d'un conjoint, d'une personne qui nous est très chère. Il y a aussi le décès survenu subitement, dont j'ai parlé tantôt, suite à une catastrophe, suite à un acte criminel, ou parfois par suicide. La semaine du suicide, la semaine prochaine, la semaine de prévention du suicide, pas la semaine du suicide, excusez, la prévention du suicide, une nuance importante. Alors, quand quelqu'un se suicide, l'impact que ça peut avoir au niveau de la réaction de deuil aussi, elle est énorme et très désorganisante. Le deuil est aussi particulièrement difficile à vivre lorsqu'on traîne un deuil non résolu. Je disais tantôt, non résolu, ça veut dire j'essaie de ne pas y penser, je ne m'en occupe pas, je me concentre sur mon travail, ça va me faire du bien, et ainsi de suite. Ou encore, je me lance tout de suite dans une autre relation avec quelqu'un d'autre pour essayer de ne pas y penser parce qu'il y a un vide, moi, essayer de le remplir au plus vite. Mais quelqu'un qui remplit un vide sans d'abord avoir fait le travail du deuil, la paix, c'est une mauvaise recette. Tout comme c'est une mauvaise recette, quelqu'un qui vient tout juste de divorcer ou de se séparer, tout de suite d'embarquer immédiatement dans une autre relation sans avoir fait le ménage là-dedans, c'est aussi à haut risque. Normalement, ça ne donne pas toujours de bons résultats. Alors, lorsque la situation aussi avec la personne qui est décédée, lorsqu'il y avait une relation conflictuelle, donc, entre la personne endeuillée et la personne qui est décédée, lorsqu'il y avait quelque chose de conflictuel, ça aussi, ça a un impact très désorganisant. Alors, il y a longtemps de ça, il y a très longtemps, on nous conseillait, enfin, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, les couples, lorsqu'ils vont se coucher, faire la paix. Alors, s'ils le font régulièrement tous les jours, on apaise les conflits, il y a moins de chances de développer des conflits. Mais si on laisse ça aller, à un moment donné, ça s'empile, puis à un moment donné, quelqu'un part sans le dire, décède, je veux dire, sans l'annoncer, et à ce moment-là, on peut avoir une grosse surprise. Donc, il peut y avoir ce qu'on appellerait des deuils qui sont compliqués par certaines situations. Et un exemple de complication, c'est
Par exemple, une relation conflictuelle qu'on pouvait avoir avec la personne qui est décédée. Pas qu'elle nous est chère, pas qu'elle nous est pas chère. Elle pouvait nous être chère, mais ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas une relation conflictuelle néanmoins. Maintenant, on va regarder certains facteurs qui influencent le développement d'un nouveau lien. Lorsqu'on y a une personne importante dans notre vie qui est décédée, encore une fois, que ce soit un enfant, un conjoint, un ami, alors un facteur très déterminant à savoir si on va passer à la troisième phase que j'appelle de réorganisation, de se restructurer, se réorganiser, va être l'acceptation de la perte, lâcher prise, être capable, en quelque sorte, de éventuellement laisser aller. Pour laisser aller, on a à être en présence de cette perte-là et on a à donner libre cours aussi aux émotions qui l'accompagnent. Je mets ici le niveau des compétences de la personne en deuil. Ce que j'ai vu régulièrement, notamment chez les conjoints. L'un des conjoints décède. Disons peut-être une dame, son mari est décédé. Elle a 40 ans ou 45 ans. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, elle serait intéressée à fréquenter quelqu'un. Parce que moi, ça ne me tente pas de vieillir tout seul. Donc, c'est très légitime comme plan. Mais au niveau des compétences, c'est quand la dernière fois qu'elle a demandé à quelqu'un pour sortir, ce qu'on appelle courtiser, etc. Des fois, nos habiletés sociales, lorsqu'on ne les a pas utilisées pendant un bon bout de temps, des fois, on est un peu rouillé. Alors, c'est dans ce sens-là. Et parfois, même quand il y a quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps, des fois, on perd confiance en soi en termes d'approcher quelqu'un d'autre, d'oser lui adresser la parole, d'oser lancer une invitation ou autre. Donc, c'est dans ce sens-là que ça peut, des fois, compliquer le développement d'un nouveau lien. C'est loin d'être insurmontable, ça va de soi, mais ça fait partie de la réalité. Un autre, c'est l'éventail des ressources dont dispose la personne en deuil. Alors, il y a des gens qui sont très actifs, sont dans des réseaux sociaux diversifiés, ils ont beaucoup d'amis autour. Donc, il n'y a plus d'opportunité pour eux, pour ces personnes-là, de développer des liens avec d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que ce sera nécessairement avec une personne en particulier, mais ça peut être que, que je vais passer un peu plus de temps à fréquenter des amis, alors que quand j'avais mon conjoint ou ma conjointe, je donnais moins de temps, je m'en occupais, mais on passait plus de temps ensemble, entre conjoints. Alors, c'est dans ce sens-là que ça peut amener une facilité ou encore compliquer la tâche. Si on regarde en termes de facteurs qui peuvent contribuer à des variations à ce niveau-là, c'est, exemple, j'ai essayé une fois de lui adresser la parole, ça n'a pas marché, alors je retourne à la maison, puis je m'assieds, je ne fais plus rien. Ça ne donnera pas grand résultat. Il n'y a rien qui vient, donc ici, une certaine continuité, uniformité n'est pas le mot, une certaine continuité, l'intensité d'essayer de se donner la peine d'approcher des gens, de sortir de la maison à un moment donné, d'interagir, de s'impliquer dans quelque chose pour avoir accès, encore une fois, à des réseaux sociaux. La fréquence de ces tentatives-là est importante et aussi une constance des réactions environnementales. Alors, le moment où ça vient, ça varie d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui, après 6 mois, sont prêts à faire de premiers pas dans ce sens-là. D'autres vont attendre 5 ans. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui disait, c'est quelqu'un qui, un père de famille qui a autour de 35 ans. Sa femme décède, elle avait sensiblement le même âge. Et puis, cette personne-là a 2, 3 enfants, aussi à bas âge. Il se dit, écoute, moi, des familles reconstituées, pas reconstituées, des familles où il y a quelqu'un d'autre qui viendrait prendre la place de la mère, je ne veux pas ça. Quand les enfants sont grands, majeurs, vaccinés, puis qui seront partis de la maison, à ce moment-là, je sortirai avec une femme, mais pas avant ça. Donc, il y a des gens comme ça qui vont trancher la question. Donc, ils retardent le projet et avec toutes les conséquences qui s'en suivent aussi. Ce n'est pas impossible, mais si c'est le choix de la personne, ça peut être le meilleur scénario pour cette personne-là, mais pour une autre personne, ça pourrait être catastrophique. Ça ne fonctionnerait pas. La vulnérabilité aussi de la personne en deuil à l'environnement social,
C'est-à-dire, parfois, l'environnement, les gens qui sont autour de nous veulent bien faire. Mais parfois, ce qu'ils font, ce qu'ils suggèrent, ce qu'ils proposent n'est pas nécessairement en harmonie avec nos plans, comme personne endeuillée. Alors, l'idée d'oser s'affirmer, d'oser dire non, c'est pas ça que je veux, je voudrais me prendre autrement. Alors, donc, ça va aussi aider. Alors, des pistes maintenant pour s'aider à vivre son deuil. J'ai deux diapos pour terminer. La première, c'est les rites funéraires sont importants. Il y a plusieurs années, je me souviens, quand j'étais très jeune, quelqu'un était, le terme, on disait être sur les planches. Okay? Donc, quelqu'un était exposé au salon funéraire pendant au moins 3 jours. Et si on remonte un peu plus longtemps, c'était 4 puis 5 jours. Aujourd'hui, là, on fait ça dans combien de temps à peu près? 2 heures parfois. Hein? Puis des fois, il y en a qui vont essayer de régler ça en 1 heure. Les rites funéraires, j'ai parlé avec des thanatologues, donc c'est le grand mot pour désigner les gens qui s'occupent des salons funéraires. Alors, ils me disaient, depuis qu'on a ces rites-là ont été condensés, diminués, hein, fast-food, vite, on règle ça, on ne veut pas être là trop longtemps, constater que des gens semblent avoir plus de difficultés avec leur réaction de deuil. Pourquoi? C'est pas surprenant. Quand les gens viennent autour, d'abord, ils viennent, c'est le cas d'échanger, on va en parler. Hein. Quand je dis c'est important d'en parler, d'échanger, le défunt va venir apporter un appui. Les émotions, on arrête le temps pour pouvoir prendre le temps d'y vivre ces émotions-là. Alors, si on saute ces rites-là, et dans certaines cultures, ces rites-là sont conservés, et les problèmes de réaction de deuil là, qui rebondissent là, des années après, ça ne se voit pas dans ces cultures-là. Donc, il y a quelque chose à dire ici pour peut-être même reviser nos rites, parce que je pense qu'on a perdu le sens des rites funéraires, à quoi ça sert. Et si vous parlez de ça à un anthropologue, il va vous dire c'est important, et comme psychologue, je peux vous dire aussi que c'est important. Ça prend diverses formes. Et ça, il y a des gens qui ont de la misère à accepter ces rites funéraires-là, ont de la misère à se prêter à l'exercice. Pourquoi? Parce que oui, c'est douloureux, mais le choix, c'est t'as mal là ou t'as mal plus tard, t'as mal là avec des gens autour ou t'as mal plus tard quand tu seras tout seul. Quel scénario va donner les meilleurs résultats? L'histoire démontre que si on est entouré, ça donne une chance. OK. L'autre chose qui est importante, de raconter son histoire, donc d'en parler. Il est important de donner une place aux défunts aussi dans nos rituels. Alors, par exemple, une fête de famille, on se rappelle de souvenirs. Bon, maman aimait jouer à ce jeu de cartes-là, quelque chose du genre. Oser y faire référence. Ça existe encore, la personne n'est plus là en chair et en os, mais la mémoire est encore présente. Donc, dans nos rituels qu'on a au cours d'une année, de donner de la place pour ça est extrêmement important. Et dans ce sens-là, les personnes qui ont des croyances religieuses notamment, vont donner de la place à ça. Il y a des gens qui, selon leurs croyances, vont parler à la personne décédée, vont avoir énormément de réconfort. Les gens qui n'ont pas ces croyances-là vont peut-être dire, bon, maman aimait ça jouait à ce jeu de cartes-là, quelque chose du genre. Ça va prendre d'autres formes, tout simplement, mais c'est important. Il est important aussi de découvrir ce que nous laisse le défunt comme héritage. Et je veux dire, par exemple, ici, les valeurs que parfois la personne nous a laissées. Et ça, c'est une façon qu'on peut avoir d'honorer le défunt. Et parfois, quand je travaille avec les gens endeuillés, je leur demande si la personne qui est décédée, si Georges était là, qu'est-ce qu'il vous dirait?
qu'est-ce que vous pourriez retenir de lui qui pourrait l'honorer, qui pourrait aussi vous aider, vous inspirer? Quel message a-t-il pour vous? Alors, c'est dans ce sens-là que découvrir, prendre le temps de donner, et ça aide à donner un sens à la perte de quelqu'un qui nous est cher. Il est important aussi de garder vivant la mémoire du défunt. Donc, l'idée, le service anniversaire, des fois on fait ça la première année, et ça aussi, ce rite-là s'est perdu. Il y a des gens qui, à toutes les années, vont s'arrêter, vont aller faire une visite, soit l'endroit se recueillir, soit sur une urne, ou soit sur une tombe. Et ça aussi, ça fait partie de l'idée de sauvegarder le souvenir du défunt. Regardons maintenant pour un instant des pistes pour aider une personne en deuil. Éviter de rationaliser à sa place. Ça veut dire quoi? Des phrases du genre « Ne t'en fais pas, ça va passer ». Et pas là. Ou « Compte-toi chanceuse de l'avoir eu si longtemps avec toi ». Il vient de partir. Imaginez que vous venez de perdre quelqu'un qui vous est très cher, là, puis l'autre à côté, il vous dit ça. Vous allez dire, il veut bien faire, là, mais il serait pas mal mieux de se fermer à la trappe, dans le fond. Ça serait plus aidant. Qu'il soit là, c'est le meilleur qu'il peut faire, c'est d'être là, puis juste être là. C'est déjà meilleur que de dire ce que j'appellerais quasiment des âneries de ce genre-là. Il y a un temps pour dire ça, plus tard, mais pas au moment où on est sous le choc. Donc, c'est la personne, en son temps, qui, elle, va rationaliser et qui pourra tenir ce discours-là. Éviter de projeter vers l'avenir, ça veut dire quoi? Rien ne sert de lui dire « Tu pleures encore, sors, va voir des amis, va au cinéma, ça va passer, va-t'en en croisière, etc. » Il faut donner une chance de laisser la personne vivre son deuil. Okay? Vous ne pouvez pas régler les choses pour elle. Et l'évasion conduit nulle part. Okay? Alors, tôt ou tard, on a à faire face, en quelque sorte, à la musique. Donc, au lieu de faire ça, il vaut mieux être à l'écoute, l'encourager. Bon, est-ce qu'il y a des gens, aller faire un tour au cimetière, aller faire un tour au funéraire, là où on conserve les urnes, le Columbia. Excusez-moi. C'est ça. Excusez. Que ce soit en français ou en anglais, il y a toujours encore quelques mots que j'ai un peu de misère à prononcer. Alors, donc, on continue ici. Alors, il y a des gens, lorsqu'ils vont se recueillir à ces endroits-là, ça leur fait du bien. Pourquoi essayer de les enlever de là, de leur donner une chance? Il y a des gens qui vont aimer regarder les photos, se remémorer de bons moments qu'ils ont passés avec la personne décédée. C'est très thérapeutique. Ça facilite le travail du deuil. Ce sont des exemples à favoriser ou à la place. Être disponible, ça veut dire laisser savoir à la personne endeuillée que vous êtes là pour elle. Par exemple, de lui dire « Appelle-moi si tu as besoin d'aide. Si je peux faire quelque chose pour toi, je suis là. » Juste un appel, de vous mettre dans son écran de temps en temps, puis dire ah, « Je suis encore là. » Elle n'a peut-être pas besoin de vous, elle ne va peut-être rien solliciter, mais elle sait que vous êtes là. Et le plus important, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est la chose la plus importante. Autre exemple, poser des gestes concrets, par exemple, apporter un plat. C'est très concret, c'est pas compliqué, c'est simple. Aller faire une visite. Hein? Au milieu de l'après-midi, la personne est seule, on va aller l'inviter à aller prendre une marche, peut-être, ensemble, quelque chose du genre. Il fait beau à l'extérieur, il fait soleil. Alors, des petits gestes concrets, encore là, qui indiquent on est présent, on vient essayer de faire un petit quelque chose qui va venir mettre un peu de baume, donner une pause à la personne dans son travail du deuil. Et finalement, et non le moindre, écoutez, écoutez, écoutez et encore écoutez. Être patient, être patient. La douleur est intense. C'est moi à être capable de le prendre. Ce n'est pas à l'autre à changer, à s'ajuster parce que moi, je ne peux pas le prendre. On s'attelle, puis on écoute. On a quelque chose à apprendre aussi en écoutant les gens. Parce que la personne a peut-être des choses à partager
avec nous. Donc, être à l'écoute est extrêmement important. Alors, en somme, en guise de conclusion, le deuil est une expérience universelle. Ça peut être une expérience qui est plus pénible ou qui peut être moins pénible, dépendamment de comment on l'approche. Si on l'approche avec une certaine... si on accepte en quelque sorte d'y faire face, si on prend le temps de s'arrêter pour les sentir, pour donner une chance aux émotions qui accompagnent cette perte-là de prendre place, si on prend le temps de les vivre, les émotions, si on prend le temps de partager ça avec les gens qui nous sont proches ici. Aujourd'hui, c'est pas facile de trouver des gens avec qui partager ça. Extrêmement difficile. La société a énormément changé en 40 ou 50 ans. Mais ce n'est pas impossible. Le cercle est moins grand. Mais c'est d'être capable de trouver la personne ou les personnes avec qui on peut le faire. Et on n'est pas obligé de le faire toujours avec la même personne non plus. On peut partager ça avec 2, 3 personnes. Alors, ça aide à partager un peu le poids. Et ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on ne faisait pas anciennement, c'était d'autres choses. Si on avait de la difficulté, il y avait le curé, il y avait le prêtre, il était là pour nous aider, nous encourager. On allait le voir, puis on sortait de là, on se sentait un peu mieux. Aujourd'hui, on n'en a pratiquement plus. Mais on a des psychologues. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ils ont pris la place des curés. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est important de savoir aussi quand est-ce qu'il y aurait lieu de consulter ou pas. Ça peut arriver qu'une réaction de deuil qui, au lieu, avec le passage du temps, de s'atténuer, au lieu des émotions de s'atténuer, si ça va tout le temps en augmentant, tout empire, je deviens de plus en plus dysfonctionnel, de plus en plus de difficultés. Je ne parle pas au moment où ça vient de se produire, la perte, là, mais je parle après 6 mois, 1 an. Quand on regarde ça sur une perspective, on voit que la situation va en empirant et non pas en s'améliorant. Ça, c'est un indice comme quoi il est peut-être important d'aller consulter, au moins d'en parler à son médecin en partant. Mais les chances sont qu'une consultation en psychologie, je ne dis pas ça pour prêcher pour ma paroisse, mais il faut savoir quand il y a lieu d'aller voir un professionnel. Ceci dit, c'est important de ne pas se tirer de suite dans un cabinet de psychologue, aller voir un psychologue sous prétexte que ça ne passe pas. Oui, combien de temps qu'il est décédé? Ça fait 1 mois. On peut s'asseoir un peu avant que ça s'atténue, là. Hein? Premier mois, là, c'est intense. On va commencer à voir ça diminuer. Ça ne diminue pas tout de suite comme ça. Ça prend du temps. Donc, on laisse passer un petit peu le temps. Et si on est inquiet, on va quand même pour un petit check-up. C'est pas grave. On se fait prendre la température sur le plan psychologique. Il y a quelqu'un qui va nous examiner ça, puis il va dire, OK, peut-être que dans le fond, on va trouver quelqu'un qui va tout simplement nous accompagner parce qu'on n'en a pas un dans notre entourage immédiat ou on ne veut pas le faire avec quelqu'un qui est dans notre entourage immédiat. C'est une chose qui peut arriver. C'est parfaitement légitime. C'est une ressource qui est disponible et qui peut aider, encore une fois, au travail du deuil à prendre place. Et souvent, il y a des services comme ça, tout au moins à court terme, qui sont offerts, par exemple à la Maison Sarrazin, il y a l'accompagnement des personnes qui meurent, mais aussi l'accompagnement des personnes endeuillées aussi. Il y a des ressources. Et généralement, quand on parle aux thanatologues aussi, ils vont avoir des petites brochures d'informations, des ressources aussi qui peuvent nous aiguillonner pour savoir où aller. OK. Alors, je pense que pour terminer, je voudrais d'abord vous remercier pour votre attention. Vous avez été extrêmement patient. Je ne sais même plus quelle heure il est. Ouais, OK, ça va, c'est bien. Ouais, le temps de prendre quelques commentaires, questions. Normalement, il y a beaucoup de... Bon, c'est à vous autres maintenant. J'ai assez parlé. Oui, tout à l'heure, vous parliez que la personne pourrait demander, la personne qui est défunte, qu'est-ce qu'elle lui aurait dit. On laisse beaucoup de testaments pour les choses matérielles, des testaments biologiques. Ce serait bien aussi de laisser un testament spirituel de ce qui a été important dans notre vie et qu'est-ce qui nous a aidés, par exemple, lorsqu'on avait des moments de souffrance ou des choses comme ça. Moi, je trouve que ce serait important de laisser un testament spirituel. C'est une très bonne idée. Je connais des gens, effectivement, qui font ça, qui vont relater
essayer d'avoir quelque chose qu'ils vont laisser, par exemple, pour leurs enfants ou pour leurs conjoints. Ce n'est pas à donner à tout le monde d'être capable de faire cet exercice-là, mais ceux qui sont capables de le faire, ça peut être quelque chose de très précieux pour les personnes qui vont rester en arrière, et ça peut être aussi très bon pour la personne aussi qui travaille, qui fait la rédaction là-dessus. L'exercice elle-même peut aussi déjà avoir une influence sur la personne elle-même, et ça peut influencer les années qui lui restent. C'est quelque chose qui arrive. C'est une très bonne idée. Merci. Oui, là-bas. Oui, je me demandais comment on fait pour une personne qui s'en va depuis très longtemps. Parce que là, vous avez donné des suggestions pour quelqu'un qui vient de vivre un deuil. Mais admettons que la personne passe au travers après une dizaine d'années. Comment est-ce qu'on fait en tant qu'ami pour l'aider à continuer à vivre? Si je comprends bien la question, donc c'est une personne qui ne fait pas son deuil. Et quand vous dites sans deuil, vous voulez dire que c'est comme s'il y a personne qui était décédée ou elle est toujours tout le temps triste, non fonctionnelle. Donc, elle est vraiment comme si le temps s'était arrêté. Elle est encore un peu en situation de choc, de désorganisation, si je comprends bien. Je ne veux pas assez réorganiser parce que là, ça fait, mon professeur, ça fait 10 ans. Ah. Mais il y a toujours une thème qui va revenir régulièrement. OK. Parce que c'est dur, elle n'est pas capable de se réengager avec quelqu'un. Le deuil reste. OK. Il y a quelques pistes qu'on peut explorer. En ayant juste quelques brides d'informations, vous comprendrez que je ne peux pas avoir la solution là, ajustée sur mesure pour cette personne-là. Mais un des éléments là où l'environnement social a de l'influence sur la personne endeuillée de la façon suivante, c'est que même cette personne-là, à des moments donnés ou l'autre, va faire quelque chose qui va dans le sens de prendre les choses en main, de réagir. Ça peut être faire une sortie quelconque. Il y a quelque chose qui va dans le sens que l'environnement social voudrait voir à un moment donné et qu'on trouverait normal chez une personne endeuillée après autant d'années de capable. Donc, l'idée de prêter attention à ça, donner de l'attention, d'en parler, d'en jaser, d'aller prendre une marche, comment ça a été, qu'est-ce que tu as vu, etc., ainsi de suite, l'encourager. Et lorsqu'elle tombe dans ces ruminations, appelons ça la rumination, revenir recenser le passé, à ce moment-là, c'est le temps d'aller promener le chien. Ce que je veux dire, là, on dirige l'attention vers les choses qui sont à un moment donné à développer. On donne l'attention, on en parle, on encourage, et on en parle, on en jase. Et le lien social, et on prête moins attention, et c'est souvent le processus naturel qui arrive dans l'environnement social normalement, c'est que assez souvent, ces personnes-là qui sont arrêtées, qui sont 10 ans et qui continuent à ruminer, souvent, en tout cas dans chacun des cas que moi personnellement j'ai vu, il y a toujours au moins quelqu'un quelque part qui est toujours là, prêt à écouter, qui écoute encore. Et tant aussi longtemps que la personne a quelqu'un pour l'écouter, le message qu'on lui donne, c'est que et des fois, c'est peut-être le seul temps qu'on va l'écouter parce qu'on s'occupe d'elle à ce moment-là. OK? Alors, c'est ça parfois qui est à examiner. Et dans le fond, l'environnement, il y a une complicité entre la personne endeuillée et l'environnement. Et l'environnement, si elle prête plus attention aux comportements, aux actions qui vont dans la direction de se réorganiser, de se restructurer, et à un moment donné, surtout après 10 ans, en principe, là, de donner beaucoup moins d'attention aux expressions au moment de de rumination en quelque sorte. Okay? Pauvre moi, c'est terrible, etc. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait quelqu'un qui écoutait et le seul temps, assez souvent, que cette personne-là pouvait avoir et qu'on s'occupait, qu'on prêtait attention à elle, c'est quand elle tombait dans la rumination. Et puis, la rumination est terminée, on dit « Ah, parfait, maintenant, elle est OK, elle est allée prendre une marche. On ne s'en occupe plus, on s'en va. On l'ignore. » Alors, vous comprenez? Donc, il y a peut-être des pistes de ce côté-là à explorer. Oui? Vous parliez de l'évitement dans le travail. J'aimerais savoir s'il y a des types de personnalités, en fait, des profils, etc., qui sont plus disposés, qui font le plus facilement. Est-ce qu'il y a des recherches qui font sur cet aspect-là? Vous voulez savoir s'il y a des personnalités?
Vous parlez en termes là, des personnalités qui ont plus de facilité avec le deuil que d'autres? Oui. OK. Oui, quand je parlais, il y a des gens qui ont comme philosophie, je me souviens à un moment donné, je revenais de Montréal sur le train et j'étais assis à côté d'une dame qui était plus âgée que moi. Donc, elle avait un certain âge. Elle arrivait, elle était allée visiter ses enfants à Montréal et, bien aimable, commence à entamer la conversation avec moi, même si je n'ai pas l'air toujours d'être très sociable. En tout cas, elle engage la conversation avec moi. Et dans le processus, dans la conversation, je l'écoutais parce que j'aime beaucoup, moi, écouter les personnes âgées. J'apprends énormément d'elles. Et elle me disait quelque chose. Elle dit, « Le pain d'hier, il est rassis. Le pain de demain, il n'est pas encore cuit. Il n'y a rien que le pain d'aujourd'hui. » Donc, ce qu'elle me disait en ses propres mots, avec son image, elle vit le moment présent. Elle ne vit pas dans le futur, elle ne vit pas dans le passé. Donc, c'était une personne qui, naturellement, de son éducation en partie, mais de ce qu'elle est naturellement, vivait dans le moment présent. Alors, pour elle, la réaction de deuil pourrait passer plus facilement que quelqu'un qui se préoccupe toujours du futur, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver, ou encore qui vit constamment dans le passé. Ah, quand Georges était là, c'était beaucoup mieux, puis etc., puis ainsi de suite. Okay? Et selon qu'on est un peu plus pessimiste, un peu plus optimiste, de nature, encore là en termes de personnalité, ça peut avoir de l'influence. Donc, il y a des gens qui, naturellement, en termes de leur philosophie, en termes de leur approche, leur façon de penser, de réfléchir, des gens qui naturellement vont dire, bon, d'emblée, vont dire, bien, j'ai quand même eu ce bon bout de chemin-là. Ils se concentrent naturellement sur le positif, sur ce qu'ils ont eu, versus ce qu'ils n'auront jamais. Puis il y a des gens qui, s'ils se concentrent naturellement sur ce qu'ils n'auront jamais, vont être malheureux jusqu'à la fin de leur jour. Oui. Une sous-question peut-être, parce que je pense qu'il y a d'autres. Qui ont été faites sur cette question particulièrement. S'il y a des recherches qui ont été faites sur cette question, qui ont exploré cette voie-là. C'est parce que... La question, c'est est-ce qu'il y a des recherches sur ces sujets? Ah, des recherches sur la question de personnalité. Oui, vous pouvez retrouver des recherches dans la littérature sur le deuil, mais pas énormément. Il y a très peu de recherches qui portent sur les profils, disons, les types de personnalité versus les réactions de deuil. Pourquoi? Parce que c'est énormément... Beaucoup de gens ont écrit au sujet du deuil, mais il s'est fait très peu de recherches sur le deuil comme tel. Très peu de recherches. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y en a très peu qui portent sur les profils de personnalité. Oui, monsieur. Est-ce que les réseaux virtuels peuvent aider quelqu'un à faire son deuil? Vous allez m'excuser, c'est parce que... Est-ce que les réseaux virtuels peuvent aider quelqu'un à faire son deuil, c'est-à-dire les Facebook, les chats, tout ce qui est Internet? Quelqu'un qui va passer son temps devant un ordinateur, est-ce que ça va l'aider à faire son deuil? Le début de la question, c'est parce que j'arrive d'avion, puis ça me prend 2-3 jours avant de retrouver mon... C'est-à-dire quand vous faites passer votre temps sur Internet, à chatter avec vos amis sur Facebook. Ah, OK, à savoir si ça fonctionne. Oui. Ça a une fonctionnalité, sauf que si c'est limité à ça, la personne quand même demeure en isolation. À long terme, ça ne l'aidera pas, ça peut être limitatif. Mais c'est un des outils disponibles qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas auparavant. Et parfois, c'est un peu plus facile d'interagir. Pourquoi? Parce que je peux laisser mon message là, ça peut être instantané, mais je peux aussi laisser un message et quelqu'un me répond le lendemain. Donc, des fois, il y a des gens qui vont être plus à l'aise avec ça pour débuter. Mais idéalement, c'est de refaire les contacts humains comme tels. Parce que c'est quand même... le problème qu'il y a avec la communication par Internet, par clavier, là, le clavardage est le suivant. C'est que je ne vois pas l'autre personne quand je lui parle. Je n'ai pas les indices pour pouvoir jauger mon discours, intervenir, le nuancer, m'arrêter.
il n'y a rien de mieux que le contact direct avec la personne. Donc, c'est limitatif et parfois hasardeux. Mais ça peut avoir sa fonctionnalité dans une certaine mesure. Oui, ici. Est-ce que vous avez des conseils pour accompagner une personne qui apprend, par exemple, qui reste très peu de temps à vivre soudainement, que ce n'était pas nécessairement attendu, parce que c'est comme plusieurs deuils arrivent, mais tout en même temps? Là. Une personne qui, disons, une maladie terminée. OK. La première chose, c'est ce que j'appelle éviter l'évitement. Donc, on a à être à l'écoute. Cette personne-là a sûrement des choses à dire, à partager. Être là, je veux dire, la simple présence est déjà un soutien. Avoir des mots d'encouragement, quelque chose qui va avoir un sens pour cette personne-là. Quand je dis être à l'écoute, c'est aussi l'inviter, lui donner l'occasion, ouvrir la porte pour qu'elle puisse en parler. Sinon, cette personne-là risque de se retirer socialement, d'essayer de vivre ça tout seul. Et il y a certaines personnes qui vont préférer ça, mais il y en a d'autres, c'est pas ça dans le fond qu'ils veulent, c'est qu'ils ne veulent pas déranger. J'ai vu bien des gens, et on trouve ça davantage chez les personnes âgées, elles ne veulent pas déranger l'autre à côté. Okay? Chez les jeunes, ils se cassent beaucoup moins la tête avec ça. Mais les plus vieux, ils se cassent un peu la tête avec ça. Donc, mettons dans ma famille, là, ah ben là, on va aller le voir, on va le déranger, mais en même temps, moi je me dis, si on va le voir quelque part, c'est comme une démonstration. Aller voir la personne qui a le cancer terminal, par exemple? Oui, OK. Voilà, ça, très bon. Ça devient facilement le prétexte, parce que quand on est face à quelqu'un qui a une maladie terminale, je m'en vais vous dire que ça brasse en dedans pas mal. Ça vient chercher. Alors, les gens ont tendance à essayer d'éviter, on ne la dérangera pas. Hey! Je ne suis pas le Père Noël, là. OK? Alors, l'idée étant que vaut mieux de faire l'inverse. On ne peut pas aller là trop souvent. Et l'idée, c'est de simplement demander, est-ce que c'est OK que j'entre dans la maison? Est-ce que c'est OK là, qu'on vienne? S'ils me disent OK, le problème, c'est moi qui l'ai si je l'intéresse de composer avec. C'est mon problème à le travailler. C'est pas trouver un prétexte pour dire, oh non, ça va la déranger. Non, elle ne veut peut-être pas nous voir. Pourquoi ne pas lui demander? Hein? On lui demande, puis si elle dit OK, ben, ça veut dire, écoute, j'ai du boulot. Demander la question, il faut être capable aussi de prendre la réponse qui vient avec. Oui. Moi, c'est surtout mon idée à moi. Pour aujourd'hui, là, je trouve que la société se débarrasse vite de leur mort. Alors, c'est dérangeant pour moi. Puis, de la manière que c'est fait, à cause qu'il manque de curés, ben, les morts traînent à morgue ou je ne sais pas où, là, pendant une semaine, des fois un peu plus. Ils attendent que le curé soit disponible pour dire une messe. Puis, ils amènent une petite urne. Ils n'ont pas vu de mort. Ils ne sont pas capables. Puis, tout à coup, c'est la dépression. Puis, ils ne sont pas capables de passer au travail. Parce qu'avant ça, on arrêtait le temps. Tu sais, la personne était on s'occupait des funérailles, on s'occupait du mort, des personnes qui arrivaient pour venir visiter, on s'occupait de notre deuil et tout ça. Il n'y a plus rien de ça. Ouais. Puis ils vont 1 heure, puis c'est fini, c'est gros party après. Puis là, moi, j'ai de la misère avec tout ça. Bienvenue dans le club. Vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup de variations ici. On a à l'intérieur de au Québec, on a vu ce changement-là prendre place. On le voit aussi dans le reste du pays. On le voit aux États-Unis, c'est la même chose. On le voit un peu à travers le monde. Mais votre question me fait penser aussi à la question des urnes. Il y a des cultures où l'incinération, ça existe depuis des millénaires. Mais ils ont aussi des rites qui accompagnent ça, qui jouent un rôle extrêmement important au-delà des urnes. Ici, on a complètement éliminé les rites, puis en plus de ça, on a tout mis dans une urne. Et souvent, on ne voit même pas le corps. L'idée de ne pas voir le corps est un élément important en termes, et notamment pour des enfants. C'est fondamental d'être capable de voir, de constater de leur propre visu. Il n'est pas parti, il ne m'a pas abandonné, il n'est pas osé le mouk-mouk ou quelque chose du genre en train d'avoir du bon temps ou autre. Là. Non. Je vois le corps, je peux y toucher,
je peux prendre le temps. Anciennement, les enfants avaient 3 jours, 4 jours pour se faire à cette réalité-là, prendre contact avec cette réalité-là, et c'est le début du travail du deuil. Avec une simple urne, sans les rites, c'est très difficile. Si en plus il n'y a pas d'urne, il y a des urnes, il n'y a pas de rite, il n'y a pas de croyance qui accompagne ça, il reste beaucoup moins de choses pour que le travail du deuil. C'est pas impossible, mais c'est un peu comme on a balancé au Québec la religion, mais en ce faisant, on a aussi balancé bien des valeurs. Alors, on a essayé de remplacer ça de K1, avec un petit cours sur la culture morale, des choses du genre. Les résultats sont chaotiques sont K1 aussi, hein, ou K1. Alors, l'idée, c'est que on est encore en transition, en quelque sorte, et ce sera quelque chose que la société, comme société, on aura à réexaminer. Plus que des gens qui vont... évidemment, les gens qui n'ont pas connu l'époque de 50 ans, c'est difficile pour eux de comparer. Mais s'ils n'ont pas ce point de référence-là, à un moment donné, ils vont le faire, le point. À un moment donné, ça va devenir une question préoccupante. Comment la société traite ses morts. Comment est-ce qu'elle se donne le temps de vivre ces deuils-là. Et ce qu'on va voir avec le passage du temps, c'est quand les gens ne vivent pas leur deuil, c'est une bombe à retardement. Alors, plus on va en voir, plus à un moment donné, ça va attirer l'attention. Et c'est là qu'on peut avoir l'opportunité de revisiter certains des rites qu'on a pu... Ou on va en inventer d'autres, on va en développer d'autres qui vont répondre à ces besoins-là pour faire en sorte que le travail du deuil puisse suivre son cours, entre guillemets, normal. Oui, madame. Donner son corps à la science pour la famille, avec ce que vous venez de dire, parce que moi j'y pense, mais je me dis, si je prends cette décision-là avec mes enfants, alors il y a comme une chose, il y a un vécu, tu sais, c'est pas subi pour eux autres. Oui, c'est un élément important pour une personne. Disons, prendre votre exemple, ça peut donner un sens à votre décès. Si les enfants que vous avez sont prêts à appuyer ça, à collaborer avec ça, vous vous assurez que vos volontés vont être accomplies. Si vous êtes capable d'avoir cette complicité-là, et pour les enfants, peut-être aussi ça a du sens également. Ils ne le font pas juste parce que c'est vous qui le demandez, mais eux autres aussi, peut-être qu'ils trouvent qu'il y a un sens là-dedans. Alors, chaque famille, chaque personne va trouver sa façon de donner un sens. Tantôt, madame ici parlait donc d'un exercice là, où je résume certaines valeurs, certaines choses que je veux laisser en héritage, en quelque sorte, pour qu'on sache d'où je viens, qu'est-ce que j'ai essayé de transmettre et qu'est-ce que je veux laisser derrière moi. Il y a un vieux dicton qui dit pas un vieux dicton, mais un vieux proverbe, je vais essayer de m'en rappeler, il y a plusieurs formulations là-dessus. Lorsqu'un animal meurt, il laisse derrière lui sa peau. Lorsqu'une personne, un humain, meurt, il laisse derrière lui ses réalisations. Alors, cet élément-là peut prendre mille et une formes. Les réalisations des gens peuvent prendre mille et une formes. Je travaille dans le domaine académique, j'ai de mes collègues ici qui sont dans le domaine académique. On laisse derrière soi des publications qui vont intéresser peut-être d'autres, éventuellement qui ne seront plus lues un jour. Okay, c'est sûr et certain. Mais on laisse quelque chose inévitablement de par la nature de notre travail derrière soi. Pour certaines personnes, ça peut être quelque chose qui est très important parce que la dimension de la vie professionnelle a joué un rôle absolument central pour eux. Et laisser ça derrière, c'est apaisant. Alors ils disent, bien, je prends ma retraite, à un moment donné, je vais mourir, mais il y a quelque chose qui reste en arrière. Ça peut être la réalisation d'un projet. Bon, je vais vous donner un petit exemple. Il y a des gens qui sont venus me voir puis me dire, Janelle, on t'envie. Je dis, pourquoi m'envier? Rien de spécial. Bien, il dit, moi, j'ai travaillé toute ma vie en laboratoire, j'ai publié, j'ai eu des grosses subventions, mais je n'ai jamais eu l'occasion de faire ce que tu as fait. On mentionnait tantôt la Déclaration universelle des principes éthiques, un document qui va avoir des ramifications à travers le monde et qui sera là possiblement pour des générations et qui sera peut-être éventuellement transformé. Mais
Il y a des gens qui trouvent que pour eux, ça donnait plus de sens à leur vie d'avoir réalisé quelque chose qui pouvait toucher énormément de gens, alors que leur publication extrêmement bien faite et de grande renommée, mais très spécialisée, très pointue et qui n'auront jamais tout ça. Alors, ça varie énormément d'une personne à l'autre. Alors, c'est de trouver en quelque sorte sa voie là-dedans. Et ça peut faire partie de ce qu'on va laisser derrière soi. Et quand on me demandait tantôt, une personne, disons, qui s'en va, parce que le deuil aussi, je n'en ai pas parlé, mais le deuil de sa propre vie, si on est en phase terminale, qu'est-ce qui pourrait m'aider à passer au travers? Bien, si j'ai des réalisations qui donnent un sens à ma vie, c'est plus facile de quitter. OK? Parce qu'on arrive avec rien et on part avec rien. Et comme je l'ai dit, la seule chose qu'on laisse derrière soi, ce sont ces réalisations. Alors, il appartient à chacun. Une autre personne me disait, moi, ce que je laisse, j'écris de mes recettes. Ça fait partie de mon héritage pour mes enfants. Je vais leur laisser les recettes. Alors, les secrets, ils vont savoir s'ils veulent reproduire ces plats-là un jour. Ils vont pouvoir le faire. Puis ils peuvent même commencer, je leur donne les recettes tout de suite, je n'attends pas de mourir. De telle sorte que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, ils vont venir me voir, puis ils vont apprendre à le faire. Puis chaque fois qu'ils vont faire ça, après que je serai mort, ils vont se rappeler de moi. Puis peut-être qu'ils vont faire ce plat-là une fois ou deux par année en pensant à moi. Ça prend mille et une formes. Vous comprenez? Oui, madame, oui. Justement, je travaille au centre du jour de la maison Chasse-Dessin à supporter les gens en soins palliatifs pour laisser des objets de mémoire de différentes façons. Souvent, des collègues chercheurs me demandent s'il y a des études qui parlent du problème de est-ce qu'il y a des deuils pathologiques de rester trop accroché aux objets de mémoire. Est-ce qu'il y a des études qui parlent de points positifs et points négatifs de cet héritage en objet? Pour des points positifs et négatifs en rapport avec quoi? Des objets de mémoire. Qu'ils soient des récits de vie, qu'ils soient des photographies, qu'ils soient des livres de recettes. Est-ce que ça peut aussi avoir des points négatifs? Oh, si, OK, des photos, des recettes, ça peut avoir des points négatifs. Je vais être certain que je comprends votre question. Disons qu'une personne à la maison Sarrazin qui est en phase terminale, et à savoir si regarder ces photos serait un élément négatif? Non. Non, OK. Pour la famille. Ah, pour la famille. À long terme. Ah, pour la famille. Ah, OK. La famille maintenant qui regarde l'album de famille, par exemple. C'est ça? Oui. Ah, OK, parfait, oui. Bien, est-ce qu'il y a des points négatifs là-dedans? S'ils le font, la raison pour laquelle je regarde les photos va déterminer si ça sera bénéfique ou pas. Alors, si je le fais en disant, je l'haïssais vraiment, tant qu'il faisait ça, là, je ne l'aimais vraiment pas. Là. Puis ça me fait mal plus que d'autres choses. Quand je range l'album, j'ai mal, pas que je souffre du deuil, mais c'est un peu comme je cultive quelque chose qui n'est pas bon. C'est ça qui va aider à déterminer si c'est bénéfique ou pas. Si c'est fait correctement, dans le sens, bon, essayer de se rappeler un bon temps, des bons moments, on parle à une photo comme on parle à une personne. Je n'ai pas eu l'occasion de lui dire ça. J'aurais aimé pouvoir lui dire lorsqu'il était vivant. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Puis j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il y a après la vie. Et j'ai fait souvent cet exercice-là avec les patients, avec leur collaboration. Qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire? Si on s'assoyait, puis qu'on commençait à le verbaliser, pourquoi ne pas lui écrire quelque chose? Pourquoi ne pas prendre une photo, puis lui parler sur la photo? Puis on verra après qu'est-ce que ça fait. Ça a toujours, à ce moment-là, un effet bénéfique, même s'ils n'ont pas une croyance ferme qu'il y a quelque chose après la vie. Hein? Monsieur. Je vais faire du ménage un petit peu sur cet album-là. Jusqu'à quel point, je prenais l'exemple de votre... je vais prendre l'exemple du gars de 35 ans avec ses enfants que vous parliez tantôt.
jusqu'à quel point ce genre d'album-là va cohabiter avec la nouvelle vie de cet exemple-là que vous aviez tantôt. Tu sais, parce que les enfants vont vouloir continuer de garder en mémoire une partie du dépendamment d'âge qu'ils ont, vont vouloir de tenir à ça, puis jusqu'à quel point ça cohabite. Je ne voudrais pas que ça devienne nécessairement secret ou tabou, mais... Non. La dernière chose qu'on veut, c'est que ça devienne tabou. La dernière chose qu'on veut, c'est que ça disparaisse, que ce soit secret, que ce soit mis sous clé à l'index, peu importe. Non, on veut le laisser accessible et disponible en tout temps. L'idée n'est pas qu'on passe ses journées à feuilleter l'album tout le temps, puis on fait ça pendant des années. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'utiliser des photos pour nous aider à se remémorer. Les enfants grandissant, surtout s'ils étaient à bas âge, à un moment donné, vont être curieux parce que avec le passage du temps, les souvenirs deviennent un petit peu flous, quelque chose du genre. Des fois, ils peuvent vouloir retourner, s'aider. Oh, ça, c'était maman dans ce temps-là, là, ça me revient à l'esprit, quelque chose du genre. Alors, tout dépend comment c'est utilisé, mais il ne s'agit pas ici d'une obsession. Si quelqu'un est obsédé par les photos, puis ça y prend, puis il le regarde tout le temps en journée longue, puis il dort avec ça, puis il se lève avec ça, mais là, ça prend trop de place. Là, ça a un effet plutôt négatif. C'est comme pas assez. Donc, c'est une question de dosage et de timing, en quelque sorte, au bon moment, et le rendre accessible au moment opportun, et ne jamais mettre ça sous clé, jamais faire éliminer ça au grand jamais. Ma question, elle est plus dans le sens dans l'hypothèse d'une nouvelle conjointe, jusqu'à quel point cet album-là cohabite avec cette nouvelle vie. Oui, avec une nouvelle conjointe, oui. Mais pas... Avec une nouvelle conjointe. Parce que les enfants ont à vivre un peu avec ce... Bien, définitivement un peu beaucoup avec ce passé-là, mais tu sais, ça fait partie de leur vie, puis jusqu'à quel point ils l'intègrent avec leur... C'est que la nouvelle conjointe qui arrive dans le décor, et toutes ces choses-là, comme n'importe quelle relation, ces choses-là, entre guillemets, se négocient, se mettent sur la table. On n'arrêtera pas, on n'éliminera pas l'histoire de la famille parce qu'il en arrive une nouvelle, puis on dit maintenant on commence là, puis on ne parle pas du passé. Ça serait néfaste, c'est néfaste évidemment pour les enfants, mais pourquoi pas? Si quelqu'un a un bon sens de ce qui est pour le mieux pour les enfants, va permettre ça, va s'adapter, va même s'intéresser. C'est quoi le problème? Hey, moi, t'es pas une menace, là, OK? On s'entend? Mais ça fait partie de l'histoire. Si je m'intéresse à ces jeunes-là, ils vont venir me montrer l'album, ces mamans. Oui, peux-tu me parler d'elle? Je n'ai pas eu le bonheur de la connaître, quelque chose du genre. Ça va faire partie des liens à tisser. Hein? On entre dans un cercle. Alors, on va se brancher dans tous les sens. On n'éliminera pas une partie de l'histoire. Ça n'aurait aucun sens. Et c'est pour ça que le monsieur en question disait, avant ça, parce que lui préférait garder ça, ne pas avoir à faire, parce que c'était à risque à son point de vue. Hein? Parce que parfois, le branchage se fait bien, parfois, il ne se fait pas bien. Ça dépend qui rentre dans le cercle. Si les rites d'autrefois n'existent plus, il n'y aurait pas de question financière à un moment donné à l'intérieur de ça. Est-ce qu'un service peut coûter 2 000 ou bien 25 000 pour une personne? Alors, avec la modernité, peut-être qu'on a dévié de la question des rites d'autrefois. Je ne pense pas que ce soit juste une question de sous. Les gens ont souvent des assurances pour couvrir les frais funéraires. 2 jours de plus au salon, c'est pas ça qui coûte un bras. Une fois que vous avez, exemple, si vous avez déjà fait l'achat d'une tombe, qu'elle soit là 2 ou 3 jours, ça ne change rien au prix. Le corbillard, ça ne va rien changer parce qu'il va faire ça 3 jours plus tard au lieu de le faire à la fin de l'heure ou à la fin du 2 heures ou quelque chose du genre. Ce n'est pas vraiment une question de prix. C'est une question que les gens ne le prennent pas le temps. Les gens vivent sur un rythme accéléré et ne veulent pas être mis en présence de ça trop longtemps, parce que c'est souffrant. Il y a des gens qui disent, regarde, j'ai 2 heures, puis ils regardent le temps, ils ont hâte que ça finisse. C'est pas une question de sous, c'est une question qu'ils n'ont pas le goût de le faire, mais en même temps, ils se coupent dans le processus d'une possibilité de vivre, d'amorcer un deuil de façon différente. S'ils ne le font pas de cette façon-là, ils vont avoir à le faire de façon différente. Ils vont le faire peut-être en privé à la maison, ils vont le faire de façon en retrait, mais ça va se faire pareil.
Alors, on ne peut pas y échapper. Il y avait une dame ici. Madame, oui. Comment on fait pour se pardonner parce qu'on n'était pas présent lors du décès? On a pris comme un temps de repos parce que la maladie était lourde. Puis, avec le temps, bon, c'est arrivé d'être à la maison. OK. Disons, si je comprends bien votre question, c'est la situation où il y a quelqu'un qui s'occupe d'une personne qui est très malade. C'est un cas lourd et la personne décède. Et comme elle était très occupée à s'occuper de cette personne-là, elle n'a pas eu le temps de se préparer au deuil. Non. Non, c'est pas ça. Oh, excusez. J'ai pris comme 2 jours pour me retirer, pour me reposer. Ah, OK. Puis, après le décès? Non, la personne est décédée pendant que je me suis reposée. Je peux répéter encore? Alors, je me suis retirée pendant que la personne était malade. OK. Ah oui. Et elle est décédée pendant ce temps-là. OK. OK. Donc, la situation, c'est qu'il y a une personne qui exige beaucoup de soins compte tenu de sa condition. Et donc, la personne qui s'en occupe décide de prendre 2 jours de congé et la personne meurt pendant ce temps-là, donc un peu de façon inattendue, ne l'a pas vu venir et n'a pas pu être présente et s'en fait énormément avec ça. Alors, il y a, et donc, dans le fond, votre question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK? Vous touchez à un point extrêmement important que je n'ai pas souligné dans ma présentation. Se pardonner est extrêmement important. Le pardon, de toute façon, un auteur qui est très connu dans ce domaine-là, c'est le Père Monbourquette, et il en fait un livre complet sur la question du pardon. Et oui, d'abord, accepter le deuil, des fois aussi, c'est se pardonner d'avoir pris 2 jours de congé. Mais sur le coup, il y a de la culpabilité, etc. Mais avec le passage du temps, à un moment donné, on dit, bien, écoute, moi, dans le fond, je ne savais pas que c'était pour arriver. C'est normal que si je veux pouvoir continuer à m'occuper d'elle, j'avais à un moment donné à prendre 2 jours de congé. Donc, on peut en arriver, lorsque l'émotion devient moins intense avec le passage du temps, d'être capable de percevoir les choses, des fois, d'un autre angle, un peu plus facilement. Alors, le pardon va faire partie de ça. C'est là qu'on va commencer à un moment donné à rationaliser un peu. On va être capable de le voir d'un autre angle. Pour le moment, on n'est pas capable de le voir de cet angle-là. Alors, mais c'est un processus qui suit son cours graduellement. Et l'autre chose, c'est que j'ai pas pu être là, mais est-ce que quelque chose j'aurais aimé faire? Exemple, est-ce que j'aurais aimé être là, lui tenir la main, l'accompagner? Si c'est le cas, il n'y a rien qui m'empêche de compléter dans ma tête ce que je n'ai pas pu faire dans la réalité. Et ça, c'est démontré aussi comme étant très efficace et très apaisant. C'est bon? Oui, madame. Tantôt, la dame parlait de laisser ton testament spirituel ou autre chose. Mais il y a 2 pendants. Il faut faire attention à qu'est-ce qu'on laisse. Moi, j'ai un ami qui m'a laissé ses journaux intimes avec comme mention afin que ce ne soit pas des lettres, ma vie ne soit pas que des lettres mortes, mais des lettres vives. Peux-tu vous dire que je me suis sentie très coupable parce que je travaillais, j'élevais mes enfants à ce moment-là. Je n'avais pas le temps de faire quelque chose avec ça. Et ça a été ça a retardé des choses de deuil parce que je me sentais une obligation. Dans le fond, ça aurait été à cette personne-là de le laisser se... S'il n'a pas eu le temps de l'écrire, ben, je veux vous dire, c'est pas mon propre, à quelque part. Mais de faire attention, c'est comme s'il m'avait surchargé de quelque chose qui ne m'appartenait pas. C'est comme si je laissais, c'est qu'il me demandait de publier un livre et de laisser, dans le fond, en héritage à la société, à l'humanité, ce qu'il lui-même voulait laisser. Ouais. Et ça, je trouve, en tout cas, c'est quelque chose de... Il faut faire attention dans ce qu'on demande aux gens, aux survivants. Qu'est-ce que... Moi, je suis en phase terminale. Qu'est-ce que je veux? Ben moi, il ne me l'a même pas demandé. Je l'ai su par le testament que je les ai lus. Vous avez raison. C'est important de faire attention à ce qu'on demande aux autres, à ce qu'on laisse derrière soi. Des journaux intimes, là, ça n'a pas nécessairement passé là, à la censure au filtre et ainsi de suite. Là. Alors oui, c'est important d'être prudent. Et aussi, peu importe les demandes que quelqu'un pourrait faire, vous avez important d'exercer le droit d'accepter ou de ne pas accepter.
Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais vous avez à évaluer avant de dire oui. Est-ce que c'est m'apparaît raisonnable? Est-ce que c'est acceptable? On peut porter seulement tant de singes sur nos épaules. On ne peut pas tous les porter. Hein? C'est une vieille expression, porter des singes sur son épaule. OK? Alors, si je trouve que ce singe-là, il est trop gros, il dépasse, est-ce que je lui rends service à cette personne-là de lui laisser croire que je vais le faire? OK? Vaut mieux en discuter, vaut mieux en régler à ce moment-là et de lui laisser comprendre que ce singe-là lui appartient. Si ça n'est pas occupé de son vivant, c'est son affaire. S'il peut trouver quelqu'un d'autre qui a le temps, la disponibilité pour le faire, c'est OK. Mais même face au deuil, même face à une perte imminente, il est important aussi de s'affirmer et d'être honnête. J'appelle ça être honnête. Respectueux, mais honnête également. Et si je trouve que ça n'a pas d'allure, par honnêteté, mais aussi par respect pour l'autre personne, j'ai à lui laisser savoir. Parce que les gens, je ne peux pas lui en tenir nécessairement rigueur. Des gens, des fois, à l'article de la mort, c'est terminal, vont, sans nécessairement vouloir faire de mal, essayer de trouver la personne avec qui il va pouvoir lui passer le contrat. Mais même là, il est important d'être prudent en termes de ce qu'on va accepter, en termes de ce qu'on laisse, mais je dirais aussi en termes de ce qu'on va accepter, même à l'article de la mort. Ça va? C'est dur. Ce qui est difficile, c'est qu'il ne me l'a pas demandé, dans le fond. Il me l'a demandé posthumement. Oui. Alors, je n'ai même pas pu lui répondre oui ou non. J'ai été comme si je me trouvais avec... OK. Alors... J'ai encore rien fait. Encore là, vous avez le droit de lui parler. Oui. Vous avez le droit de discuter de ça encore avec lui. OK, c'est possible. Je pense que là... On va s'en tenir à ça. Merci énormément.